Malgré le brouillard, les incertitudes budgétaires persistantes, eh bien, les chefs d'entreprise gardent le moral alors que les ménages, eh bien, eux, n'ont jamais été d'humeur aussi sombre. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Tous mes vœux en cette nouvelle année. Merci et tous mes vœux également. Et merci d'être avec nous dans Ecorama régulièrement. Alors vous êtes le premier, bravo, à avoir interviewé le nouveau patron de l'INSEE dans le magazine Challenge. Et il vous a parlé de ce paradoxe français qui mérite explication parce qu'il y a cette crise politique, cet enlisement budgétaire, on ne voit toujours pas le bout. Mais malgré tout ça, les chefs d'entreprise gardent le moral et investissent. Et là, on se dit, c'est quand même une surprise. Et donc, on se dit, mais pourquoi est-ce que les patrons, les dirigeants, les chefs d'entreprise, les décideurs sont quelque part un peu imperméables à tout ça, à ces incertitudes politiques, fiscales, économiques, budgétaires? C'était une vraie surprise, une vraie bonne surprise pour nous. Depuis la dissolution, vous entendez comme moi les plaintes des organisations patronales, MEDEF, CPME, Co, qui dénoncent le fait qu'il n'y ait plus de stabilité politique, qu'il y a un risque d'augmentation des impôts, et qui nous disent on est le pied sur le frein. Depuis un an, on n'investit pas, on attend. Et en fait, ce n'est plus le cas. Ça a été le cas après la dissolution, on voit bien les chiffres d'investissement qui avaient chuté, mais le patron de l'INSEE, M. Langlade, nous a bien détaillé qu'au troisième trimestre de l'année dernière, il y a eu un record d'investissement, 0,8, et ce qui soutient notre croissance. Il faut bien avoir en tête que cette année, on va faire un peu moins d'1% de croissance, ce qui est quand même supérieur à la prévision gouvernementale, mais on va faire, au troisième trimestre, on a fait un chiffre de croissance qui est un des plus élevés de la zone euro. Donc, au-delà du pessimiste global, notamment véhiculé par les organisations patronales, il faut bien savoir que nos chefs d'entreprise, comme vous le disiez, ils sont devenus un peu imperméables au chaos et ils ont relancé leur projet. Il y a une espèce de mur qui s'est fait avec la cacophonie politique et donc deux discours. Il y a le discours patronal des organisations et dans les entreprises, c'est pas la même chose. Les patrons se disent bon, maintenant, il faut quand même investir. Après, une hirondelle ne fait pas le printemps. Le chiffre de 0,8 de hausse de l'investissement au troisième trimestre, c'est un chiffre sur un trimestre. Il faudrait qu'il s'inscrive dans la durée pour pouvoir vraiment dire que les chefs d'entreprise sont totalement imperméables à ce brouillard absolument. politique. Non, c'est une petite hirondelle. Ce n'est vraiment pas le grand redémarrage, mais c'est quand même important dans le pessimisme ambiant, le pessimisme véhiculé par le chaos politique, de dire que nos entreprises résistent. Alors, même s'il y a des inquiétudes sur l'emploi, qui là, taux de chômage devrait un petit peu augmenter, mais on a oublié que ces derniers mois, malgré l'incertitude, l'emploi s'est bien tenu. Donc voilà, c'est pas la catastrophe qui est véhiculée par le pessimisme général, notamment du côté des entreprises. Ça, c'est la véritable bonne surprise. Et l'explication, oui, juste, mais l'explication, comment on explique malgré, on parle d'attentisme, c'est vrai quand on écoute les patrons des organisations patronales, on se dit effectivement, ils mettent le pied sur le frein, mais comment on explique au final que ce ne soit pas le cas sur le terrain? Non, mais après, il y a des conditions économiques que détaillait le directeur général d'INSEE, c'est par exemple la baisse des taux d'intérêt. Ces derniers mois, la baisse des taux de la BCE, elle s'est ressentie. Donc, dans les conditions de crédit, ça a suscité quand même des investissements. Il y a une relance aussi des marchés à l'exportation. Ça, c'est la bonne surprise aussi, malgré le pessimisme entretenu par la guerre tarifaire, la guerre douanière lancée par Donald Trump. Bon, nos entreprises quand même se retroussent les manches et lancent des projets à l'export. Donc, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une relance de la croissance, mais c'est une résistance inattendue dans les jérémiades collectives. C'est ça qui nous a intéressés. Notamment, il faut pas trop écouter les organisations patronales. C'est-à-dire où on a l'impression que tout va mal. Et je pense qu'il faut aller dans les entreprises et voir celles qui s'en sortent. C'est difficile pour beaucoup, mais on a quand même une partie qui résiste et qui se sont dit, on peut pas attendre éternellement que le chaos politique s'arrête. Il faut y aller. Et donc, après le choc de 2024, après la dissolution, on voit bien que les chiffres d'investissement redémarrent, mais effectivement, c'est encore assez fragile. Voilà. En revanche, de l'autre côté, du côté des ménages, le moral est au plus bas, du plus bas, du plus bas. De manière excessive ou pas? Pardon? De manière excessive ou pas? Ou c'est justifié? Alors, excessive. Là, pour le coup, on a le sentiment que les ménages, eux, sont atteints par le pessimisme collectif. C'est-à-dire qu'il y a
un point très intéressant dans les enquêtes de l'INSEE, c'est qu'elle montre depuis des années qu'il y a un décalage dans le sentiment de nos concitoyens entre mon bonheur personnel et mon malheur collectif. En gros, les Français sont plutôt optimistes sur leur situation personnelle. En revanche, quand on leur pose la question sur la situation économique de la France, ils sont très pessimistes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui sont positifs pour leur situation personnelle sont toujours majoritaires. En revanche, quand on pose la question sur le collectif, là, il y a une explosion, il y a un doublement dans les sondages du nombre de personnes qui disent ça va mal pour mon pays. Et donc, ça se ressent dans le moral des ménages. Et là, la conséquence, elle est très concrète. C'est-à-dire, autant l'investissement a redémarré, autant la consommation ne redémarre pas du tout. Donc, on voit bien que ce pessimisme-là a un effet parce que mécaniquement, ça augmente l'épargne des ménages. Les Français ne consomment pas, mais préfèrent mettre de l'argent de côté. Et donc, du coup, ça plombe notre consommation. Ce qui fait que notre croissance, même si c'est près de 1%, c'est quand même pas flamboyant. Donc ça, en revanche, on voit un lien toujours direct entre le chaos politique, la cacophonie, l'impossibilité d'avoir un budget et l'impact sur nos compatriotes et sur nos consommateurs qui donc ont toujours gelé leurs achats. Et donc un pacte qui tranche radicalement d'un côté entre les entreprises et les Français et les ménages. Et c'est ça l'enseignement de ce paradoxe, en tout cas de l'INSEE, enfin que nous dit l'INSEE. C'est ça, c'est le grand enseignement. Alors après, quand on demande à l'INSEE, est-ce que du coup, est-ce que ça va être pire au niveau de la consommation ces prochains mois? Alors, ils sont relativement optimistes. Ils se disent que les gains de pouvoir d'achat qui devraient diminuer d'après eux, et donc normalement les ménages devraient quand même un petit peu puiser sur leur épargne pour consommer. Bon, ça va pas changer les grands équilibres, mais en tout cas l'INSEE là-dessus n'est pas défaitiste en disant que la consommation pourrait se relancer. Mais il y a quand même, quand on voit leurs chiffres, moi il y a quelque chose qui me frappe quand même, qui est vraiment important ces dernières années, c'est l'évolution du pouvoir d'achat. On l'a pas assez noté, mais depuis 4 ans, le pouvoir d'achat des salariés, je dis pas le pouvoir d'achat global, hein, mais de ceux qui des salariés des entreprises, a baissé. Fabrice Longard a bien détaillé, en 2026, on retrouvera le niveau de pouvoir d'achat des salaires de celui d'avant la crise inflationniste. Et ça, c'est un choc quand même assez qui a beaucoup d'implications. Et qui explique le caractère atone de la consommation, pour le coup. Tout à fait. Là, c'est totalement lié. Mais ça explique aussi même un sentiment dans la population française, notamment ceux qui sont salariés, sentiment très difficile à accepter du travail qui ne paie plus. Vous savez, ce débat qui est monté et il y a beaucoup de publications là-dessus pour essayer de doper le pouvoir d'achat. Mais on voit bien que actuellement, on a vraiment un pouvoir d'achat des salaires, non pas au global, notre pouvoir d'achat se maintient, mais pour les salaires, 4 années de baisse, c'est quand même extrêmement difficile à accepter. Et donc, ça explique aussi donc l'atonie de la consommation. Mais au-delà de ça, les revendications, on voit bien que le problème, ça pose des problèmes dans la société française. Et ça pose alors un autre débat qui a été abordé par le directeur général de l'INSEE, c'est ce qui se passe vis-à-vis des retraités. On a bien vu ces derniers mois, ces dernières années, que avec l'inflation, les prestations retraite ont été automatiquement réindexées et on a accepté qu'elles le soient. En revanche, donc le pouvoir d'achat des retraités a été plutôt préservé. En revanche, du côté des salariés, il y a une chute. Et donc c'est un choix de société à débattre. Est-ce qu'il faut préserver le niveau de vie des retraités ou plutôt doper celui de ceux qui travaillent? Eh bien, c'est un débat pour la présidentielle, ça. Mais complètement. Les candidats réfléchissent. Nous, on commence à faire le tour des potentiels candidats. On voit bien que c'est un problème qu'il faut résoudre. Vous avez des experts, notamment l'ancien directeur de cabinet de Madame Pénicaud, Antoine Fouché, qui a écrit un livre très intéressant là-dessus, sur le travail qui ne paie plus, et qui propose de faire des bascules, de faire une espèce de TVA sociale, ou en tout cas baisser les cotisations sociales pour doper le pouvoir d'achat. On voit bien que il faut s'attaquer à ce problème. Et l'autre problème, c'est est-ce qu'il faut justement faire payer les retraités pour favoriser les actifs? Est-ce qu'il faut justement moins revaloriser les pensions? On se souvient qu'Emmanuel Macron l'avait fait lors de son premier mandat. Il l'avait payé politiquement, mais en tout cas, c'est une vraie question qui se pose. Et le sujet pouvoir d'achat, il est vraiment posé dans
par l'INSEE dans ses dernières notes. On ne l'a pas assez noté, mais quand même, 4 années, c'est 4 années de sang et de larmes pour nos salariés. Avant de se quitter, il y a le nouveau magazine Challenge qui sort demain avec une couverture sur Greenland, comme dirait Donald Trump. C'est ça, on titre l'obsession américaine et on regarde un petit peu les plans de Donald Trump pour s'accaparer le Groenland. Et on voit bien on détaille bien que militairement, pour lui, c'est une opération assez limitée. Avec 2000 militaires, il est capable de prendre possession du Groenland. Ce qui est très inquiétant, c'est la réaction de l'Europe. On voit bien que dans tous les dossiers face à Donald Trump, l'Europe apparaît toujours assez faible, apparaît divisée. Et alors qu'il faudrait qu'elle fasse bloc et le Groenland en est une nouvelle illustration. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thierry Merci. Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci Thierry. Bonne journée. À bientôt. Ciao.